Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis arrivée à Extia en 2024 et je suis consultante, data engineer à Toulouse et donc je vais vous présenter un peu, voilà, la R&D dans les entreprises. Pourquoi ce sujet? Parce que j'ai fait une thèse et au moment de la réinsertion en 2024, c'était assez compliqué et je me suis posé la question: pourquoi en fait, en France, on n'a pas cette facilité en tant que docteur à réintégrer le privé? Et donc ça, c'est souvent lié au cliché qu'on aurait de la recherche, que la recherche, c'est uniquement pour les universités, les laboratoires, tout ce qui est dans le public. Alors qu'en réalité, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à la recherche. Et donc, c'est pour ça, c'est une stratégie. Et donc, je voulais vous présenter, voilà, quels sont les impacts et quels sont les intérêts de la R&D en entreprise. Donc, pour illustrer ça, je vais vous présenter donc, ces quatre éléments dont tout le monde connaît, la 4G et la 5G qu'on utilise tous les jours, les processeurs qui font partie de nos ordinateurs, l'intelligence artificielle qui maintenant est un argument pour la plupart des entreprises, et la crypto. Donc, quel est le point commun en fait entre ces quatre éléments? Donc, je vais laisser un peu réfléchir. Je pense que Loïc, qui est dans la pièce à côté, va proposer une réponse. Mais globalement, quel est le point commun? Eh bien, non, ce n'est pas la lettre G. Voilà, désolé, il n'y a pas de lettre G dans les processeurs IA et crypto. Par contre, c'est bien la recherche. Donc, pourquoi ça? Parce qu'en fait, la plupart de ces éléments, donc comme la 4G et la 5G par exemple, c'est basé sur une techno qui a été découverte par justement des codes correcteurs d'erreurs qui ont été proches de la limite de Shannon, donc quelque chose de très mathématique et physique. Et donc, ça a été découvert par deux Français et un Thaïlandais en 93. Donc, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça, c'est quelque chose, c'est un papier qui a été publié en 93 qui, aujourd'hui, nous permet d'utiliser nos téléphones, et que ce soit ici sur Terre ou alors dans les avions. Donc, c'est incroyable. Au niveau des processeurs, donc, c'est justement une application à l'algèbre logique, au circuit électrique. On se dit, mais à quel moment, en utilisant un interrupteur électrique qui représente une opération logique, on en est arrivé à avoir ce petit machin dans nos tours qui nous permettent de jouer à des jeux vidéo, hein, parce qu'il y a Exia Gaming, petite dédicace. Donc ça, pareil, c'est Claude Shannon, un Américain, qui a découvert cela en 1937. Et l'intelligence artificielle, là, tout pareil, en fait. C'est lié à une découverte de 2017, c'est beaucoup plus récent. Et en fait, ça a été découvert en Inde, donc à partir d'une architecture de réseau de neurones. Donc là, on a essayé de relier les mots entre eux, sans pour autant répondre à quelque chose de structurel dont on a l'habitude. Et ensuite, une fois qu'on a découvert ça, il y a un petit ingénieur d'OpenAI qui s'est dit, tiens, on va s'appuyer également sur les Large Language Models, où là, ils s'appuient sur les transformers qui ont été découverts en 2017, et donc ils veulent générer du texte à partir d'autres textes. Et c'est comme ça que ChatGPT est né, ou Gemini pour Google, etc. Et la crypto, donc ça a été découvert en 1976, et aujourd'hui, on l'utilise pour faire tout ce qui est signature électronique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré aujourd'hui dans les mœurs, dans l'administration, et pourtant, ça a été basé sur une découverte scientifique, un échange de sécurité, d'informations qui permet donc de faire ces signatures. Donc on a tous ces éléments qui en fait sont basés sur des papiers, comme on dit, sur un bout de papier, sur de la théorie, et pourtant aujourd'hui c'est quelque chose qu'on utilise quasi quotidiennement. Donc qu'est-ce que la recherche? Donc on cherche à poser des questions nouvelles, c'est-à-dire on cherche à toujours innover, à chercher qu'est-ce qui n'a pas été fait, quels problèmes on peut résoudre. C'est basé sur des tests, des expériences, mais également sur des échecs. Il y a beaucoup de papiers qui aujourd'hui sont réfutés parce qu'il y a des nouvelles choses qui ont été découvertes, mais également sur des réussites. Donc là où on peut voir avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, ChatGPT. Pour le côté échec, peut-être que ça a été, comment dire, c'est un souvenir que vous avez eu du Covid, quand Monsieur Raoult, justement, il s'en est mis à, comment dire, à découvrir la solution qui était un traitement de diabète pour justement sauver le Covid. En réalité, une année plus tard, il y a eu un papier qui a justement réfuté sa découverte et qui a totalement rendu sa découverte un échec. Donc voilà, et donc c'est produire des connaissances exploitables qu'on peut mettre à profit, qu'on peut développer. Et donc moi j'aime bien, avant ça, donc on a la recherche, et la recherche, on identifie trois grands axes.
soit une recherche fondamentale, dite théorique, où là, on va chercher, par exemple, à créer ou à développer des théorèmes. Voilà, pour être assez basique, théorème de Pythagore, par exemple, c'était de la recherche fondamentale. De la recherche appliquée, où là, on va avoir un use case, un besoin particulier, et on va chercher à répondre à ce besoin. Et ensuite, la recherche expérimentale, où là, on va mettre à profit donc, cette réponse à un besoin et on va chercher à créer une proof of concept, un prototype, quelque chose qu'on va pouvoir ensuite vendre par la suite. Et donc, on a ces 3 axes, mais on a également la recherche qu'on dit privée ou publique. Et donc, la recherche privée, c'est une recherche industrielle, où là, on va surtout axer à un besoin auquel on va chercher à répondre. Donc, c'est souvent les entreprises qui ont des besoins. Donc, la recherche intervient à ce niveau-là. Expérimentale, parce qu'on va chercher à créer de la valeur. Alors que académique, globalement, ça peut être du théorique. On va surtout retrouver du théorique pour tout ce qui est sciences physiques, mathématiques. Mais on va avoir une thèse appliquée, donc avec justement cette expérience, et expérimentale parce que quelquefois, on va pouvoir créer quelque chose que les laboratoires vont pouvoir mettre à profit et vendre à d'autres laboratoires ou même à l'étranger. Donc, nous, là, on va surtout se positionner. Est-ce qu'on est plutôt industriel académique? Et j'avais envie de comparer la France avec 3 grandes puissances. Donc, on a le Canada, les États-Unis et la Chine. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'eux sont majoritairement privés. Ils ont beaucoup de chercheurs qui sont dans le domaine privé. Et pour la France, tic-tac, tic-tac, on est dans le public. On a 70% de nos docteurs qui sont dans le public. Ouais, c'est énorme. Et ça joue également sur toute la croissance et toute la croissance et toute justement la production que la France peut faire en comparaison à ces 3 pays. Donc là, on va surtout se concentrer, si on voit la répartition des docteurs par an, on voit, donc il faut aussi prendre en compte la différence de population. C'est vrai que la Chine, on parle de milliards, alors que la France, on est en millions, les États-Unis, on est en centaines de millions, et Canada, pareil. Donc ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on est du même ordre de grandeur que la Chine, on est sur du 10% à peu près, mais on a 600-700 chercheurs qui sont produits, entre guillemets, qui sortent de doctorat par an, alors qu'au Canada, on n'en a pas beaucoup, on a 300-400, ce qui est bien inférieur. Aux États-Unis, on a 2000-2500 environ, et en Chine, on a beaucoup plus que 3000. Si on regarde maintenant la publication, parce qu'il faut savoir que, certes, on peut être docteur, mais il faut publier pour produire quelque chose et pour proposer et montrer qu'on est plus innovant qu'un autre pays. Donc, si on regarde par rapport à ça au nombre de publications, on voit que la France et le Canada ont à peu près le même nombre de publications, alors que le Canada est moitié moins de chercheurs, que les États-Unis et la Chine sont globalement proportionnels comme nous par rapport au nombre de chercheurs. Et donc, ce qui fait globalement un ratio de 95 publications par docteur par an, alors qu'au Canada, on est à 180, soit le double de publications. Aux États-Unis, on en est à 191, soit une centaine de plus, alors qu'ils sont des milliers de plus. Et en Chine, on en est à environ 310 publications par an, soit presque une publication par jour, ce qui est énorme. Donc, il y a 2 stratégies, il y a 2 écoles par rapport aux publications. Il y a ceux qui vont vous dire, on va chercher à publier en masse, parce que comme ça va nous permettre, au pire, de manière aléatoire, on tombe sur une bonne pioche. Ou alors, il y en a qui vont privilégier justement le fait de publier intelligemment, de dire, OK, il y a un besoin là, il y a quelque chose qu'on a remarqué qui pose problème, qui n'est pas abouti, on va chercher à innover par-dessus, et donc, ça a plus d'ampleur et il y a plus de citations. Donc, voilà. Et donc là, on va surtout faire le focus sur l'industriel parce que ça nous intéresse. On est au sein d'une entreprise, donc on est dans une structure privée. Donc, la recherche industrielle, qu'est-ce que ça peut apporter? Donc, la recherche est souvent liée à l'innovation. Donc, on va prendre l'exemple de l'intelligence artificielle. On s'est basé sur une solution, une technologie qui nous permet de créer une intelligence artificielle, donc de nous aider au travail. Tiens, on va le breveter. Une fois qu'on le brevette, ça intéresse les entreprises. Bien sûr, on peut créer de la valeur, on peut vendre Gemini en tant que Google à toutes les entreprises et se créer de la valeur. On peut vendre ChatGPT privé pour garder les données et rester RGPD aux autres structures. Donc, une fois qu'on a ça, les entreprises qui ont créé justement cette innovation qui est ensuite vendue, on va créer de la valeur. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve Orange comme étant leader de marché sur de la 4G, de la 5G, Intel pour tout ce qui est processeur, Google pour Gemini et NVIDIA pour tout ce qui est crypto.
Donc, c'est vraiment une stratégie qui ensuite permet également à ces entreprises de se positionner sur le marché et donc de concurrencer les autres et d'avoir justement cette partie leader et cette partie proposition de produits innovants. Donc, voilà pour cette vision industrielle. Donc, quels sont les intérêts de la R&D? Donc, c'est toujours de développer des technologies originales, d'être à la pointe de l'innovation. Donc, ça permet également de protéger ces innovations avec des brevets. Donc, ça, c'est un avantage parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va proposer quelque chose sur le marché et qu'une autre entreprise est intéressée, il faut qu'ils payent les royalties. Donc, c'est du business. On aime l'argent, on est une entreprise privée. Et ça permet également d'avoir une vision technologique à long terme. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, du cloud. Pas du tout d'intelligence artificielle là, mais du cloud. Google qui propose son cloud, mais ils vont être à la pointe de la technologie. Et en fait, c'est les autres entreprises qui vont être dépendantes de leur avancée technologique et eux ne le seront pas parce qu'en fait, c'est eux qui contrôlent l'avancée technologique. Donc ça, c'est pour tout ce qui est intérêt. Donc si on résume, voilà, c'est de l'indépendance par rapport aux autres entreprises et aux autres technologies, d'être concurrentiel parce qu'on propose quelque chose de nouveau sur le marché qui n'a pas été fait. Donc ça challenge les concurrents, les autres, et donc on a un moyen de se comparer et de toujours être justement en avance par rapport à ça. Et donc cet avantage stratégique qui est qu'on a toujours une longueur d'avance et qu'on justement on définit les règles du marché avec tout ça. Typiquement, ChatGPT qui était l'un des premiers parce que c'était OpenAI qui arrive sur le marché, mais en fait ils ont challengé tous les autres et c'est pour cela qu'on a eu du Gemini, qu'on a eu d'autres solutions d'intelligence artificielle qui se sont positionnées par la suite pour essayer de rattraper ce retard. Donc voilà, donc ça c'est très important pour les intérêts. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que en fait, le fait d'avoir de la recherche, on n'est plus, par exemple, Orange versus Bouygues. On va être la recherche d'Orange versus la recherche de tous les autres, de tous les laboratoires de recherche, de tout, et pas que dans un pays, partout dans le monde. Quand on écrit un article, sur un sujet en particulier, il faut qu'on fasse la prospection et l'analyse de tout ce qui existe sur Internet et donc dans le monde, de rechercher nos copains indiens, nos copains chinois, etc., qui s'associent avec d'autres pays pour produire des papiers. Donc, c'est business contre tout le monde. C'est une durée indéterminée parce qu'on ne peut pas estimer le temps que ça va nous prendre de découvrir quelque chose. C'est vraiment très subjectif et ça dépend aussi de l'avancée technologique dans le monde. Les résultats ne sont pas garantis parce qu'encore une fois, on peut être amené à développer un article, à le publier, à proposer quelque chose. Et au final, 2 papiers plus loin, on se rend compte que ce qu'on a proposé, en fait, est très limité et qu'il y a mieux. Donc, c'est pour ça que les résultats ne sont pas garantis. Et c'est un métier différent parce que quand on fait de la recherche, on doit faire ce travail de prospection, de théorie, de conception, de développement. Et en fait, c'est une réflexion qui est totalement différente de juste le besoin nous est donné. Et c'est à nous d'y répondre avec des méthodes qu'on connaît et qui nous sont fournies par une entreprise. Donc là, le cadre est vraiment pas strict. Et donc là, ça, c'est les coûts et risques, mais il y a toujours du positif. Le positif, c'est qu'on développe un esprit critique et on respecte des besoins. Donc des besoins que certes, on est amené, nous, à mettre en place, mais c'est quelque chose qui, justement, n'existe pas dans une entreprise qui n'a pas justement de chercheurs, qui reste très scolaire pour certains. On peut diviser en sous-résultats, c'est-à-dire que certes, on ne sait pas combien de temps on peut développer une innovation, mais si on identifie quelles sont les sous-catégories, on peut identifier les sous-résultats qu'on peut amener. On peut également catégoriser les risques en disant très bien, on n'a pas ce résultat-là, mais on peut trouver un autre résultat qui nous permet de contourner tout ça. Et ensuite, on peut identifier de nouvelles compétences qu'on n'aurait pas dans nos équipes et donc chercher à créer de la valeur au travers de l'amélioration de nos ressources. Donc ça, c'est des avantages qui permettent de pallier à ces risques-là. Donc c'est assez rapide, hein. C'est vraiment un overview de qu'est-ce que la recherche et qu'est-ce que ça peut apporter dans une entreprise. On peut bien sûr approfondir tout ça, mais globalement, la recherche apporte de l'innovation, permet de développer des solutions, des outils, des prototypes, même des produits. Et ça permet également de revoir une stratégie d'entreprise. Donc, au lieu de que ce soit une stratégie qui est globale, qui est commune, on peut avoir une stratégie d'innovation et une stratégie sur le marché de se positionner en tant que leader. Bien sûr, il n'y a pas que des bons côtés, il faut également revoir les coûts, parce que justement, les coûts de recherche, encore une fois, comme ça n'a pas de durée déterminée, il faut prévoir un budget recherche qui est assez conséquent. On a également les risques liés à est-ce qu'on va découvrir ou pas.
et aussi en termes d'organisation, parce que bien sûr, on parle souvent de la recherche, mais la recherche, c'est souvent une personne qui est chercheur, et associé à ça, on peut avoir un deuxième chercheur ou alors des ingénieurs qui sont là et qui permettent justement de développer ces expériences, etc. Et en termes de coûts également, petite anecdote, quand on publie un article, il faut le payer. C'est-à-dire qu'il faut participer à des conférences et donc on soumet un article, par exemple pour une conférence en data qui est très connue, qui s'appelle EDBT, un article c'est 1 000 euros. Et si on a un deuxième article et qu'on participe déjà à la conférence, bon, il est bradé celui-là, il est à 500 euros. Donc ça veut dire qu'au final, pour 2 articles à la même conférence, on est à 1 500. Et encore, on n'a pas compté le déplacement à cette conférence, on n'a pas compté tous les coûts annexes qui sont liés à ça. Parce que bien sûr, en tant que chercheur, il y a des coûts. Il faut certes payer pour publier un article, mais il faut accéder aux ressources qui sont payantes. Et donc, toute la recherche derrière qui est pour pouvoir se concurrencer, elle est payante. C'est un monde qui est cher. Donc voilà, donc globalement, la recherche permet de développer des technologies modernes et elle permet également de transformer ces idées en produits et donc de les vendre. Donc,